Mes chers collègues, la séance est ouverte et conformément aux dispositions de l'article L2121-21 du Code général des collectivités territoriales, si après une première convocation régulièrement faite selon les dispositions des articles L2121-10 à L2121-12, ce quorum n'est pas atteint, le conseil municipal est à nouveau convoqué à 3 jours au moins d'intervalle. Il délibère alors valablement sans condition de quorum. Donc, le conseil municipal peut donc valablement délibérer. Et je vous informe que Madame Isabelle Lévesque donne mandat à Monsieur Stéphane de Paoli, donc moi-même. Pierre Montella donne mandat à Madame Christine Gaberel. Monsieur Patrice Trulli donne mandat à Madame Magali Lefranc. Madame Nathalie Fior donne mandat à Monsieur Gérard Aoustin. Monsieur José Maury donne mandat à Monsieur Abdel Sadi. Monsieur Wali Yatera donne mandat à Madame Anne Jonquet. Monsieur Benjamin Dumas donne mandat à Madame Aline Charon. Je vous propose de désigner Monsieur Hervé Lecy comme secrétaire de séance. En êtes-vous d'accord? Merci. Vous trouvez donc sur table les comptes rendus des commissions 1-3 qui ont eu lieu le 5 novembre 2018. Je vous propose donc de passer à l'ordre du jour. Donc, mémoire numéro 1, comme nous en avons déjà débattu la semaine dernière. Tu avais dit quelque chose à dire, toi? Très bien, Monsieur Bartholmé a la parole. Oui, Monsieur le maire, j'ai bien compris que vous ne souhaitiez pas qu'on réouvre le débat qui a déjà eu lieu la semaine dernière. En revanche, Monsieur Greenfeld a posé un certain nombre de questions ou a fait un certain nombre d'assertions dont je lui avais indiqué que je n'avais pas les éléments précis, mais que je les lui donnerai lors du prochain conseil. Évidemment, j'imaginais que c'était décembre, mais ça tombe bien, c'est la semaine d'après, donc nous avons encore la mémoire bien fraîche de ces questions. Vous avez d'une part indiqué que nous ne respections pas la contractualisation avec l'État, puisque nous afficherions un montant de dépenses réelles de fonctionnement au-dessus de ce qui avait été, de ce qui devrait être le cas pour le respect de cette contractualisation. Donc, je vais vous donner les chiffres précis. Le total des dépenses réelles de fonctionnement selon la norme comptable M14, qui est le document budgétaire que vous recevez, est de 102 826 770,86 €, dont, conformément aux dispositions qui régissent cette contractualisation avec l'État, il faut retrancher les provisions, chapitre 68, et chapitre 13, les atténuations de charges. Les provisions, c'est 1 050 000 € dans le budget, les atténuations de charges, 671 000 €. Donc, déduisant ces deux montants, tels que les règles de la contractualisation le prévoient, nous arrivons donc, comme nous l'avions indiqué, à 101 105 770,86 €. Et pour rappel, le plafond des dépenses fixé par l'État dans le contrat est de 101 127 510. Et j'avais dit lors de mon introduction la semaine dernière que nous étions en dessous, mais très légèrement en dessous, c'est-à-dire dans les cordes, aux alentours de 25 000 €. Ensuite, vous nous avez également indiqué que jamais on votait aussi tard des décisions modificatives. Donc, comme je vous l'avais dit, j'ai repris depuis 2008 les dates des conseils municipaux et des votes. 2008, budget primitif, 14 février. DM1, 5 juin. DM2, 16 octobre. DM3, 4 décembre. 2009, budget primitif, 12 mars. DM1, 25 juin. DM2, 1er octobre. DM3, 10 décembre. 2010, budget primitif 1er avril 2010, DM1 24 juin 2010, DM2 30 septembre 2010, DM3 9 décembre 2010. Juste pour information, nous, à ces dates-là, nous ne faisons pas de DM parce que, grosso modo, c'est le moment où les engagements s'arrêtent.
Donc faire une décision modificative à un moment où les services ne peuvent plus engager de crédit, moi j'ai du mal à comprendre. Mais il paraît que c'est nous qui sommes en retard. 2011, budget primitif 24 mars, DM1, 10 novembre. 2012, budget primitif 22 mars, DM1, 8 novembre. 2013, budget primitif 21 mars, DM1, 2 octobre. 2014, budget primitif 20 février. Nous savons pourquoi. En mars, c'était un peu compliqué. DM1, la nôtre, novembre 2014. Et à partir de là, en 2015, DM1, avril, BP, budget primitif, avril, DM1, novembre. 2016, budget primitif, 11 avril, DM1, 22 juin, DM2, 9 novembre. 2017, vote du budget le 1er mars. La DM1 est unique cette année-là, le 25 octobre. 2018, budget primitif 21 mars, DM1 au mois de juin, et la DM2 le 14 novembre, qui se termine par le 21 pour défaut de quorum. Ça, c'est pour les dates. Si quelqu'un arrive à me trouver qu'avec ces dates-là, nous sommes très en retard par rapport à ce qui se faisait avant, on a le droit de le dire, hein. Ensuite, il y avait quelques autres petits points sur l'imprévision. Donc je vous reconfirme, Monsieur Greenfeld, que les notifications des services fiscaux arrivent aux alentours de mi-mars. Donc pour les budgets votés avant la mi-mars, quand je dis la mi-mars, c'est la deuxième quinzaine, il est compliqué de nous dire qu'on n'a pas tenu compte des notifications. Non, plus on le vote tôt, moins on peut tenir compte des notifications. Ensuite, je voudrais quand même vous rassurer sur le fait que la procédure administrative qui conduit à l'évaluation des budgets prévisionnels se fait depuis 2010 avec le même prestataire qu'est le cabinet Simco. Donc ceux avec qui vous aviez l'habitude de travailler en tant qu'adjoint en finance, c'est toujours les mêmes. Donc ils travaillent selon les mêmes méthodes et je pense qu'ils arrivent à peu près au même résultat sur les mêmes estimations. Enfin, si l'on regarde les variations de la décision modificative que nous soumettons à votre vote aujourd'hui, la seule véritable hausse significative en pourcentage, c'est celle de la dotation politique de la ville. Les autres, ce sont les produits fiscaux, pour lesquels vous conviendrez avec moi que la variation est effectivement constatée une fois que l'État nous l'a transmis. Donc les variations sont de 4,6% sur les taxes d'habitation, taxes foncières et taxes sur le foncier non bâti, de 5,5% sur la fiscalité péréquatrice qui est le ZRIF, le fonds régional, de 2,1% sur le FPIC. Sur la part forfaitaire de la DGF, la variation est de moins 1,2% et sur la DSU de 1%. Donc ce sont des variations qui sont quand même à mettre en perspective. La régularisation de la dotation politique de la ville, elle est de 75%, forcément, puisque nous ne savions pas en début d'année quel serait le sort qui nous est réservé. Et là, comme vous nous répétez effectivement à chaque fois que la dotation augmente, elle augmente, mais on ne sait pas franchement selon quelles règles. En tout cas, le mode de calcul ne nous est pas communiqué. Et je pourrais dire aussi que les dotations politiques de la ville, qui sont les ex-dotations de développement urbain, nous faisons toujours une demande qui est évidemment plus élevée que ce que nous recevons, ce qui est normal, mais vous observerez aussi que nous faisons des demandes plus élevées chaque année. Et donc c'est très bien, et je remercie l'État sur ce point-là d'augmenter les participations. Vous conviendrez aussi avec moi, M. Greenfeld, que sur la période récente, de 2013 à aujourd'hui, c'est marqué dans le dossier. On ne peut pas non plus contester que l'addition de la dotation de fonctionnement et de la DSU, qui s'appelle la dotation globale de fonctionnement, elle était de 17 800 000 € en 2013, elle est de 17 millions cette année. J'ai été récemment interrogé par un média sur on va faire un papier, l'État a dit qu'il donnait beaucoup plus aux communes pauvres comme les vôtres, d'ailleurs les chiffres de l'AMF, etc. C'est juste pour vous dire qu'on ne va pas parler de la période Hollande, ça va vous rassurer.
J'ai dit exactement la même chose. J'ai dit que sur certains points, il y avait effectivement des rattrapages en cours, mais que sur la totalité, d'une part, le gouvernement ne peut pas faire sien les efforts soi-disant pour les collectivités, alors qu'il s'agit principalement de redistribution entre collectivités. Sur la redistribution entre collectivités, sur la péréquation, on est d'accord sur le principe, et c'est même très bien. Et je fais partie des gens qui plaident ici et à Est Ensemble pour que la péréquation soit plus importante, notamment au sein de la métropole. Je fais partie des gens qui ont soutenu notamment la position d'Est Ensemble. À l'époque, j'étais vice-président en charge notamment de la coordination de ces questions sur ce que Est Ensemble a proposé comme document à la métropole, où nous insistions de manière particulièrement forte sur la nécessité de la péréquation dans notamment la fiscalité qui était reçue par la métropole et dans sa redistribution à travers les attributions de compensation. Donc sur le principe de la péréquation, il n'y a pas de problème, il n'y en a jamais eu. Simplement, ce que je dis et ce que je maintiens, c'est que l'État, ni sous François Hollande, ni sous Emmanuel Macron, ne peut se targuer de donner des moyens supplémentaires aux villes de la poche de l'État, quand en réalité, il le prend dans la poche des autres collectivités. Que la politique de péréquation, que l'accroissement de la politique de péréquation soit louable, c'est une chose, mais que l'on prétende donner de son propre argent ce qu'on prend dans la poche du voisin, ça ne l'est pas. J'ai également indiqué que sur la dotation politique de la ville, évidemment, l'augmentation était notable. On est passé en... mais j'ai indiqué également que ça avait commencé avant. Nous ne sommes pas passés de 750 000 euros de DDU en 2017 à 1 750 000 en 2018. Nous sommes passés de 750 000 euros de DDU en 2014 à 1 million, 1,2 million en 2017 et à 1,7 million en 2018. Donc j'ai essayé, voyez-vous, de redire exactement ce que je dis ici en disant objectivement la réalité. Ni le gouvernement d'avant ni le précédent ne peut nier que sur la période récente des 5 dernières années, les dotations de l'État qui sortent de la poche de l'État ont diminué. Que l'équilibre se soit rétabli, à travers la péréquation, c'est une chose. Mais que l'État arrête de dire que de ses propres moyens, il aide les collectivités comme les nôtres. Merci, M. Bartholmé. M. Greenfeld. Oui, merci, Monsieur le maire. Bonjour à tous et à toutes, que vous soyez dans la salle ou devant vos écrans. Voilà, je viens de vous écouter là pendant à peu près 10 minutes. Je serai beaucoup plus bref en ce qui me concerne. Parce qu'effectivement, je suis d'accord de ne pas refaire le débat qu'on a eu la fois dernière. Mais je voudrais pointer 2 ou 3 trucs et réagir à ce que vient de dire M. Bartholmé. Sur le premier point, en ce qui concerne ces histoires de différence de chiffres, moi, j'ai posé les questions. Hein. Je me suis étonné, effectivement, qu'il y ait une différence de chiffres, parce que je ne suis pas un technocrate, et j'ai vu qu'il y avait dans un tableau 102 millions, et dans l'autre, il y en avait 101, je crois. Hein. Bon. Il y avait une différence, j'ai demandé qu'on me l'explique. Et M. Bartholmé a dit, oui, vous avez été vous-même adjoint aux finances. C'est vrai. Et donc, je sais très bien que faire un budget, effectivement, c'est souvent un travail de Romain, parce que c'est énorme. Hein. Et puis, en même temps, c'est un travail de bénédictin, parce que c'est compliqué. Voilà, bon. Donc, et puis qu'il faut réaliser des équilibres. Ça, je le sais. Et je rends hommage, d'ailleurs, à ceux qui se livrent à ce travail compliqué. Néanmoins, notre boulot, à nous, qui sommes chargés des finances, c'est justement d'expliquer ça de manière claire, d'abord aux conseillers municipaux, hein, qui souvent, c'est normal d'ailleurs, ils ne comprennent pas toute cette complexité, et au-delà des conseillers municipaux, aux habitants. Or, donc, il faut effectivement être clair et pouvoir répondre clairement à des questions claires. Alors, effectivement, en séance, je vous avais accordé qu'il n'était pas logique qu'on compte effectivement les dotations, puisqu'on n'est pas sûr de les... Donc, c'était normal. Mais c'est vrai que je péchais par ignorance.
Et j'ignorais qu'il fallait déduire des dépenses des recettes. Hein, et effectivement, en regardant le compte 13, je me suis rendu compte qu'il s'agissait de recettes de remboursement de la sécurité sociale. Alors évidemment, les remboursements de la sécurité sociale, ou je ne sais pas quoi, enfin des assurances sociales, ça ne rentre pas dans la masse salariale, puisque ça vient en déduction. Ça me paraît logique. Mais on aurait pu l'expliquer. Bon. Donc ceci étant dit, c'était donc juste une demande d'explication, c'était pas du tout, j'affirmais rien, pas de principe particulier. En revanche, pour ce qui concerne les questions de prévision et de calendrier des conseils municipaux. Alors effectivement, ce que l'on constate aujourd'hui, et que moi j'avais constaté effectivement dès 2014, et même avant, c'est que quand on fait le budget, il est bien difficile de prévoir certaines recettes. Cela dit, il y a quand même des éléments qui permettent de les évaluer, et vous me permettrez de penser que ce que j'ai dit reste valable, c'est-à-dire que l'augmentation de la population était connue, et les principes qu'on fixait pour fixer les aides de l'État étaient connus. C'est le cas aussi bien pour ce qui concerne la DSU, c'est la loi de finances, c'est dans la loi de finances, aussi bien, donc la loi de finances, elle est en train de se discuter là maintenant, donc c'est connu quand on fait le budget, c'est connu effectivement, l'augmentation de la population, elle est connue également en fin d'année ou au tout début de l'année en cours. Donc, ce qui est vrai, c'est que nous avions l'habitude de faire les budgets, c'est nous qui avions l'habitude de faire les budgets, à mes yeux, trop tardivement. Trop tardivement, puisque on les faisait en février, en mars souvent. En mars. Et en mars, effectivement, on avait plus de facilité pour évaluer ça. Mais on faisait vous l'avez dit, vous avez énuméré toutes les réunions. Vous l'avez dit vous-même, il y avait des premiers budgets rectificatifs qui réévaluaient donc les prévisions au mois de juin. Donc dès le mois de juin, on était en mesure d'affiner les prévisions que l'on avait faites. Mais tout ça est insuffisant comme explication. Parce qu'en réalité, là, de quoi on parle ? On parle d'une imprévision de 1,8 million de la masse salariale. Alors ça, je trouve quand même extraordinaire, alors qu'on savait exactement combien de policiers municipaux travaillaient, combien avaient déjà été embauchés, combien on allait en embaucher. On le savait au moment du budget, et on aurait dû le savoir en tout cas. On n'aurait pas dû embaucher des salariés s'il n'y avait pas le budget pour les payer. Ça me paraît quand même la première chose. Alors, il y a un principe budgétaire que je n'ai pas appris, moi, pendant mes études, parce que je suis trop vieux. À l'époque, il n'existait pas. Peut-être que vous ne l'avez pas appris non plus, parce que vous aussi, vous commencez à prendre de la bouteille. C'est en 2001 qu'il a été, mis en application. C'est l'obligation de faire de la sincérité budgétaire. Et qu'est-ce que c'est que la sincérité budgétaire ? C'est précisément de faire des prévisions qui tiennent la route. Et quand on fait une prévision qui manifestement ne tient pas la route en début d'année, eh bien, on la rectifie dès le prochain. On n'attend pas la fin de l'année pour rectifier cette prévision. Voilà, moi c'est tout ce que j'avais à dire. Donc ce budget qui nous est présenté, manifestement, il révèle que le budget qui a été voté je ne sais quand était un budget insincère parce que les prévisions ne correspondent pas et qu'on attend la fin de l'année pour pouvoir corriger ces prévisions budgétaires. Moi, je ne comprends pas qu'on paye des agents alors qu'il n'y a pas comment dirais-je, de crédit budgétaire pour les payer. Voilà, merci Monsieur le maire. Merci Monsieur Greenfeld. Donc, pour répondre aussi à ce que vous avez dit, Monsieur Abdel-Sadi, allez-y. Oui, bonsoir. Oui, vous avez eu raison de le préciser. Je crois que personne ici n'a dit que l'État
aide les collectivités locales en difficulté. Pour rappel, je tenais à vous préciser que depuis 2004, concernant le département de la Seine-Saint-Denis, depuis les deuxièmes mois de décentralisation, l'État doit au département de la Seine-Saint-Denis plus de 2 milliards d'euros, qui concernent principalement les 3 allocations individuelles de solidarité. Vous connaissez tous le RSA, la DPA et l'allocation compensatrice, qui existe également depuis de nombreuses années. Peut-être, pour terminer sur la question de la décision modificative numéro 2, d'abord, effectivement, vous auriez pu nous éviter votre énumération longue et ennuyeuse de dates qui ne sert à rien au regard de nos débats, que nous avons eu d'ailleurs la semaine dernière concernant la décision modificative numéro 2. Concernant cette décision, nous ne la voterons pas. Non pas parce que c'est la vôtre, monsieur le maire, vous savez bien que nous ne sommes pas sectaires, mais parce qu'elle ne répond pas aux besoins, aux attentes des Balbyens, comme nous avons eu l'occasion de vous le rappeler au dernier conseil municipal, et qu'elle correspond uniquement à votre vision idéologique de ce qui est bon d'après vous pour les habitants de notre ville. Pour nous, c'est non. Monsieur Bartholmé. Bien, rapidement, je confirme volontiers à Monsieur Greenfeld qu'en 2001, j'avais déjà terminé mes études, mais que, à l'occasion de mes études de droit public, où j'ai fait un cursus de finances publiques, les 4 grandes règles des finances publiques étaient déjà connues et usitées depuis bien longtemps. Et effectivement, c'est une loi organique de 2001 qui a rajouté le 4e. Ce 4e qui est celui de la sincérité, qui malgré tout a toujours été pratiqué, même s'il n'était pas dans une loi organique. Je ne citerai pas une loi de mémoire, mais il y a un article, me semble-t-il, dans cette loi qui indique précisément ce qu'est la sincérité. Et cette sincérité est définie, mais je vous retrouverai à la fois l'article et le texte exact, comme ce qui est raisonnablement prévisible et dans l'état des connaissances au moment du vote, au moment de la création du budget. Donc, on peut critiquer souvent la loi, les lois générales, le législateur, etc. Mais le législateur n'étant pas complètement fou, il ne peut pas non plus fixer comme objectif de sincérité de connaître des choses que seuls les devins peuvent connaître. Donc, il est clairement indiqué dans cette loi que la sincérité s'applique à l'état des connaissances et à ce qui peut raisonnablement être prévu. Mais bien entendu, personne, à part le juge, M. Greenfeld, ne peut définir ce qu'est le raisonnablement. Ça, c'est le droit français. Il n'y a que le juge administratif à un moment, si vous voulez aller devant le juge pour dire que nos comptes ne sont pas sincères, qui vous dira et qui peut seul, dans notre République, définir ce que veut dire ce mot de raisonnablement. Monsieur, cher collègue conseiller municipal et conseiller départemental, personne ici n'a nié que l'État était impécunieux aussi à l'égard des départements. Je me souviens même avoir contribué en tant que collaborateur pour un certain nombre de conseillers départementaux à le démontrer sur un autre sujet qui était celui du RSA, il fut un temps. En revanche, je relève une légère inflexion, si ce n'est une contradiction, dans votre déclaration de vote aujourd'hui et celle de votre collègue M. Maury la semaine dernière, puisque la semaine dernière, vous ne participiez pas au vote parce que vous ne souhaitiez pas, parce que vous n'étiez pas d'accord avec le vote du budget, que vous ne participiez jamais au vote du budget. Je vois que cette fois-ci, on s'intéresse plus au fond et que vous estimez que, non pas la DM2, parce que c'est technique, donc c'est le budget primitif, ne serait pas conforme aux attentes des Balbyniens. Très bien. La prochaine fois, vous vous mettrez d'accord, ou c'est peut-être 2 positions complémentaires ou dissonantes, peu importe. En tout cas, quoi qu'il arrive et quelle que soit l'explication, depuis 2014, vous n'avez jamais voté aucun budget, ce qui, pour moi, me semble bien normal, sinon vous ne seriez pas dans l'opposition. Merci, Monsieur Bartholmé. Monsieur Greenfeld, vous avez déjà eu la parole. Donc, moi, vu qu'on en a déjà débattu la semaine dernière, donc, comment dire, on ne va pas redébattre. Et donc, que ce soit mercredi dernier ou aujourd'hui, vous avez cherché à présenter l'augmentation de la masse salariale comme le fruit d'un geste
mal maîtrisée, alors même que la ville tient pleinement ses engagements en matière de contractualisation tout en diminuant sa dette. Je vous rappelle que la CRC a parlé concernant la période d'avant 2014 de pilotage à vue. Je vous rappelle également que de 2002 à 2007, la hausse de la masse salariale était de 4,2% par an, financée par d'importantes hausses d'impôts. Quand nous avons fait le choix de mieux gérer et de ne rien augmenter. Je vous rappelle encore que le niveau des emprunts à risque a été abaissé à 2%, alors qu'il était de 44% en 2013. Ce que je crois, c'est que, comme vous manquez d'arguments face à la qualité de notre gestion, vous agitez des non-sujets. Contrairement à ce que vous affirmez, les postes de policiers municipaux existants, comme tous les autres postes de l'organigramme, ont été prévus et provisionnés. Contrairement à l'opposition que vous cherchez à faire entre directions générales qui seraient en forte augmentation contre certaines pauvres directions qui seraient saignées, tout le monde est dans le même bateau. Non, il n'y a pas eu d'augmentation de rémunération de la direction générale. La hausse entre 2017 et 2018 s'explique pour près de 100 000 euros par l'aboutissement du contentieux avec M. Coutin, par le recrutement d'un nouveau DGA dans une période également caractérisée par la procédure de fin de détachement d'une ancienne DGA qui prend du temps, et par le fait qu'en 2017, durant plusieurs mois, il y avait eu des vacances de DGS. Oui, un objectif ambitieux de baisse de la masse salariale a été fixé et poursuivi en 2018. Il n'est pas tenu, c'est vrai, mais l'augmentation de la masse salariale se réduit par rapport à l'an dernier, ce qui marque les premiers résultats d'une démarche de fond pour mieux organiser nos équipes et notre management. Cela se ressent dans la qualité des services publics rendus aux Balbignans. Donc, je vous remercie. On ne va pas encore délibérer puisque on l'a fait déjà la semaine dernière. Maintenant, ces explications ont été données. Je pense que là, maintenant, nous allons passer au vote. Et comme je sais que vous allez voter contre ou vous abstenir, tout va bien. Donc, qui est contre ? Qui s'abstient ? En vous remerciant, délibération numéro 1, adoptée. Alors, mémoire numéro 2, admission en non-valeur de titres de recettes impayés sur exercice antérieur, budget principal de la ville. Monsieur Bartholmé. Oui, pardonnez-moi, monsieur le maire, je cherchais mes papiers. Bien, comme vous le savez, c'est un exercice habituel en chaque fin de gestion, l'admission en non-valeur proposée, notamment les titres qui sont admis, dont vous propose le vote d'admission en non-valeur, sont ceux qui sont proposés par le trésorier municipal. Je voudrais juste attirer votre attention, ce qui n'est pas indiqué dans le mémoire, sur, et vous auriez raison de me le demander, sur le poste le plus important, qui est celui des droits de voirie, puisque à titre exceptionnel, il y a un montant important de près de 48 000 € en droits de voirie qui est annulé. Il s'agit d'une situation tout à fait particulière, qui est une société qui avait travaillé pour l'OPH de Seine-Saint-Denis, pour des travaux de la rue Bir-Singer, au moment de la construction du siège de Seine-Saint-Denis Habitat. Le montant total des droits de voirie dus par cette société était entre 120 000 €. Les efforts conjugués de la ville et de la trésorerie municipale ont permis jusque-là d'en récupérer 80 000. Les 40 000 € restants, malheureusement, ne sont, d'après la trésorerie, plus récupérables, puisque cette société est aujourd'hui en liquidation et que ses principales dettes sont des dettes d'ordre fiscal, et nous sommes donc en 3e, voire 4e, voire 5e rang. Et donc la trésorerie nous propose d'annuler cette dette également. Rien de particulier à ajouter sinon sur ce qui vous est indiqué dans le mémoire et qui indique les différents pourcentages des impayés.
sur les différentes périodes. Vous devez avoir aussi dans le document, dans les dossiers annexes, ce que j'avais demandé, la répartition à la fois par titre, mais aussi la répartition par année, pour que vous sachiez à quoi se rapportent, à quoi et à quelle année se rapportent les titres que nous vous demandons aujourd'hui d'annuler. Merci M. Bartholmé. M. Greenfeld. Oui, merci pour ces explications, parce qu'effectivement, moi j'avais noté cette somme, donc je n'y reviens pas, mais je l'avais mise en relation, cette somme de l'année 2015, des droits de voirie, 47 900, je l'avais mise en relation avec le total pour toutes les années des annulations concernant la cantine. Et ça me permet de faire une observation quand même, c'est qu'on nous a expliqué en long, en large, en travers et en détail, depuis maintenant 4 ans, qu'effectivement, il y avait des sommes considérables pour la cantine qui n'étaient pas payées. Or, je constate que ces sommes sont, en tout cas pour cette fois-ci, de l'ordre de moins de 10 000 euros chaque année. Voilà. Merci, Monsieur le maire. Merci, M. Greenfeld. M. Bartholmé. Oui, l'explication, vous auriez pu la donner vous-même, puisque la cantine est effectivement gratuite en élémentaire depuis le 1er janvier 2015. Il ne peut donc plus y avoir de dette sur le paiement des cantines en élémentaire. Il ne reste donc que les cantines maternelles, ce qui est un montant beaucoup plus raisonnable. Vous me demandez... Non, mais vous me dites que les... Mais... je sais pas. Moi, j'écoute ce que vous dites. Vous me demandez, vous constatez que les impayés sont que 10 000. Très bien. Donc, les impayés des cantines scolaires, je crois que c'est de l'ordre de 18 000 euros sur les années 2015-2016 et de 25 000 euros sur les années 2007-2014. Donc, le montant total, c'est essentiellement des impayés avant 2014. Vous avez fait le calcul vous-même. Donc, il n'y avait pas de question. Désolé. Mais je vous rappelle que tous les ans, on fait passer des... comment dire... pour ce genre de choses. Et vous dites, ah oui, mais les gens ne payaient pas, on avait 1 million d'impayés. C'est pas le cas, c'est pas vrai, quoi, c'est tout. Voilà, c'est simplement ça que je voulais montrer. Voilà. Aujourd'hui, quand on prend l'année 2007... je vous rappelle, M. Greenfeld, que tous les ans, il y a des, comment dire... je vais vous raconter l'histoire de ma grand-mère. Greenfeld, on ne va pas, comment dire, encore polémiquer, mais je vous dis que tous les ans, on fait passer des, comment dire, des valeurs en non-valeur, enfin des titres en non-valeur, ouais. D'accord, et que ce soit sur les cantines comme autres. Ben et oui. Depuis 2014, on le fait, et vous l'avez fait aussi. Mais donc, mais c'est pas la question. La question, ce que je veux dire, c'est que vous nous avez raconté des couffes pendant des années. Voilà, c'est tout. Mais bien sûr. Pas du tout. Allez, pas du tout. Monsieur Greenfeld, pardonnez-moi, dernière explication. Mais c'est vous qui l'avez rappelé la semaine dernière, vous avez été adjoint en finance. Très bien. Donc vous vous souvenez sans doute que les admissions en non-valeur, ça n'est pas la totalité des impayés. C'est uniquement les impayés dont la trésorerie estime que nous sommes arrivés définitivement à l'échéance où ils ne pourront plus être recouvrés. Ça veut dire qu'il y a encore des impayés recouvrables. Donc on ne peut pas mettre en rapport ce qui est irrécouvrable et le fait qui est tout à fait vrai que entre décembre 2014 et janvier 2015, les impayés mensuels ont diminué d'un coup de plus de 50 000 euros. Merci. Donc s'il n'y a plus de questions, on va passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? En vous remerciant. Délibération numéro 2 adoptée. Mémoire numéro 3, attribution de l'indemnité de conseil au trésorier municipal. Monsieur Bartholmé. Oui, merci Monsieur le maire. J'avais indiqué l'année dernière que, comme l'année d'avant d'ailleurs, depuis l'arrivée d'une nouvelle trésorière, je rappelle que dans les années 2014 et 2015, nous n'avions pas voté un taux de rémunération pour le trésorier municipal au maximum, nous l'avions limité à 50%. Que nous avions changé de position à partir du moment où le trésorier, qui était une trésorière, participait de manière tout à fait importante
en matière de conseil et de soutien aux services financiers de la ville pour amener ce taux à 100%. La trésorière dont il est question est partie au mois de juillet. Depuis le mois d'août, son remplaçant prend exactement le même chemin et participe de manière très régulière, plusieurs fois par mois, avec ses propositions, ses conseils et ses approches auprès des services financiers de la même manière. Donc nous n'avons pas de raison de penser qu'une diminution du taux de rémunération du trésorier s'impose. Je voudrais, à ce point-là et à l'occasion de cette délibération, indiquer que, notamment, l'IQCL, qui est l'indice de qualité de notre gestion, qui est délivré sur rapport du trésorier municipal et validé par la direction des services fiscaux, nous attribue pour 2018 une note de 18,3, ce qui est très au-dessus de ce qui était la note en 2014. Je crois que nous étions à 14 et quelques, ça augmente très régulièrement. Aujourd'hui, à 18,3, je crois que nous sommes la première ou la deuxième commune de Seine-Saint-Denis dans ce que l'État lui-même indique comme indice chiffré de la qualité de notre gestion comptable. Merci, Monsieur Bartholmé. Y a-t-il d'autres questions, d'autres observations? On va passer, au vote. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? En vous remerciant. Délibération numéro 3, adopté. Mémoire numéro 4, création par la Sequano, aménagement d'une filiale sous forme de société par action simplifiée. Je vous rappelle que M. Bartholmé, qui est conseiller intéressé, M. Abdel Sadi aussi, ne peuvent participer au vote. Donc, Sequano Aménagement a adopté lors de son conseil d'administration du 8 juin 2018 la création d'un dispositif de portage des opérations de construction en copromotion engagées dans le cadre de ses activités. La création de ce dispositif est justifiée par le besoin de disposer d'une structuration juridique spécifique adaptée à la prise de participation dans des opérations de promotion portées par des opérateurs privés. Pour ce faire, des études juridiques, financières et fiscales nécessaires à la création d'une filiale contrôlée à 100% par Sequano Aménagement ont été lancées avec pour objectif d'aboutir à cette création avant la fin de l'année 2018. À terme de ces études, il est proposé que Sequano Aménagement crée une filiale sous forme de société par action simplifiée, dénommée Sequano Résidentiel, unipersonnelle, c'est-à-dire ne comportant qu'un seul actionnaire. Dans le cadre de cette SEM, la décision de création d'une filiale doit être précédée de délibération du département de la Seine-Saint-Denis, de l'établissement public territorial d'Est Ensemble qu'on a fait hier soir, et de la ville de Bobigny, autorisant les administrateurs représentant ces conseils de collectivités, à approuver la création de la filiale. L'objectif social de Sequano Résidentiel est décrite dans le mémoire. Je vous demande donc ce soir d'autoriser la création par Sequano Aménagement d'une filiale sous forme de société par action, d'autoriser M. Bartholmé, représentant de la ville au sein du conseil d'administration de Sequano Aménagement, à se prononcer favorablement à la création d'une telle filiale. Y a-t-il des questions, des observations? Non? On va passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? En vous remerciant, délib numéro 4, adopté. Mémoire numéro 5, élaboration du plan local d'urbanisme d'Est Ensemble. Présentation et débat sur le projet aménagement et de développement durable. Monsieur Bartholmé. Oui, monsieur le maire, chers collègues, je vais essayer de faire une présentation synthétique de ce document pour une raison relativement simple. Nous sortons, quand je dis nous, c'est la ville de Bobigny, d'une procédure non pas de révision, non pas de modification, mais aussi étonnant que ça puisse paraître, de création d'un PLU, puisque jusqu'à ces dernières années, il n'y avait pas de plan local d'urbanisme à Bobigny.
Donc nous avons, il y a à peine 2 ans, je crois, adopté définitivement notre plan local d'urbanisme. Le PADD, le projet d'aménagement et de développement durable, est en quelque sorte la partie qui énonce les objectifs qui doivent être ensuite déclinés de point de vue réglementaire dans la partie réglementaire du PLU. Donc tout le monde ici doit se rappeler ce qu'est un PADD. Je me suis attaché au contraire et j'ai demandé à ce que ça figure clairement dans le mémoire qui est à disposition de l'ensemble des élus, de vérifier et de regarder quelles sont les éventuelles différences, ou en tout cas quels sont les points de convergence de ce PADD par rapport au PADD dont vous avez ici même délibéré il y a quelques mois. Bien entendu, la présentation des grands axes est un peu différente. Ils sont toujours 3, mais leur libellé est différent et les priorités qui sont indiquées dans ces axes ne sont évidemment pas présentées dans le même ordre que celui du PADD de la ville de Bobigny, ce qui se comprend puisque là, il s'agit de définir un projet pour l'ensemble des 9 villes, mais tout en respectant ce que chacune des 9 villes avait précédemment élaboré. C'est un exercice pour rester ensemble qui est d'autant plus complexe ou délicat que 3 villes, et nous en avons délibéré hier en conseil territorial, sont en phase de révision de leur propre PLU, et donc l'ensemble de ces modifications, de ces orientations ont été prises en compte ou été tentées d'être prises en compte. Nous vous avons donc indiqué pour chacun des axes de ce PADD les points de convergence, en étant attaché même à vous indiquer dans quel axe et dans quelle partie vous les retrouveriez dans le PADD du PLU de la ville de Bobigny. Si vous le souhaitez, je reprends en détail cette présentation. Je pense que je vais plutôt m'en arrêter là et je répondrai éventuellement aux questions qui pourraient être posées par mes collègues. Très bien, merci Monsieur Bartholmé. Y a-t-il des questions, des observations? Monsieur Sadi. Hier, lors de la séance du Conseil territorial d'Est Ensemble, qui regroupe les 9 villes de notre territoire, nous avons débattu et voté un projet très important pour notre ville, le PADD. Ce projet d'aménagement et de développement durable, qui est le support politique au futur plan local d'urbanisme intercommunal, doit permettre de contribuer à la réduction des inégalités territoriales, à préserver les intérêts de nos habitants et en termes d'aménagement, d'encadrer la réalisation des projets urbains. Ces principes s'inscrivent, entre autres, dans un contexte de lutte contre le réchauffement climatique. Ces défis, nous devons les porter à Bobigny et sur l'ensemble de notre territoire. Pour Bobigny, nous devons continuer à porter l'exigence du développement des transports collectifs pour irriguer l'ensemble de notre territoire. Dans notre ville, plusieurs projets de développement sont discutés, élaborés et pour certains déjà engagés depuis une dizaine d'années. Je cite quelques exemples. Autour du canal de l'Ourcq, le projet de requalification et de transport TZN3 qui va complètement transformer la RN3. Le projet du Grand Paris Express, ligne 15, et de ses 3 stations à Bobigny. La première à proximité de l'hôpital Avicenne, la deuxième au centre-ville en lien avec le projet de nouveau centre-ville, la 3e station au pont de Bondy. Sans oublier le prolongement du tramway T1 jusqu'à Val-de-Fontenay. Malheureusement, aujourd'hui, tous ces projets se voient décalés dans le temps et retardés sous prétexte que l'État n'aurait pas les moyens de tous les financer. C'est difficile à entendre quand, d'un autre côté, il prête 1,5 milliard à Aéroports de Paris pour financer le projet de transport privé Charles de Gaulle Express, une liaison ferroviaire directe entre l'aéroport de Roissy et la gare de l'Est, qui ne s'arrêtera dans aucune de nos villes de Seine-Saint-Denis. Alors que les travaux de la ligne 15 prévus pour 2025 seront repoussés en 2030. Cette ligne du Grand Paris Express, si nécessaire pour permettre une connexion avec les autres projets de transport que je viens de citer, comme le TZN3 ou le tramway T1, mais aussi la tangentielle nord, ce train qui relie les différentes lignes de RER entre elles ou les navettes fluviales sur le canal de l'Ourcq.
et avec nos projets de développement en cours et à venir. Nous devons également poursuivre nos projets de rénovation urbaine dans les quartiers Édouard-Vaillant et Paul-et-Loire qui nécessitent eux aussi des investissements importants. Cela nécessite bien évidemment une participation de l'État dans le nouveau plan de rénovation urbaine, NPRU, qui soit à la hauteur des attentes des Balbiniens, de Balbiniennes. J'ai d'ailleurs interpellé le préfet à ce sujet lors de sa venue au conseil départemental. Bien sûr, la liste est longue des projets engagés ces 10 dernières années sur le territoire d'Est Ensemble en général et sur notre ville en particulier, qui nécessitent un engagement fort de l'ensemble des élus locaux. Je pense également au projet de réaménagement du parc de la Bergère à hauteur de 12,5 millions d'euros qui est porté par le département de la Seine-Saint-Denis et en symbiose avec le PADD que nous discutons ce soir. Pour finir, et ne pas être trop long, vu que les débats ont déjà eu lieu au sein du Conseil d'Est Ensemble, je précise que je voterai ce projet d'aménagement porté par Est Ensemble, ce qui n'empêche pas que nous gardons de sérieux désaccords politiques sur de nombreux projets que vous portez, notamment celui autour du futur centre commercial. Vous l'aurez compris, nous ne voulons pas que notre territoire soit le terrain de jeu des promoteurs et nous continuerons, comme pour le parking de PVC, à dénoncer aux côtés des habitants les projets de vente nombreux actuellement sur notre ville. Merci. Merci, Monsieur Greenfeld. Oui, Monsieur le maire, moi je partage totalement l'intervention de mon collègue Abdel Sadi. Je voudrais juste, je ne veux pas renchérir là-dessus, hein, mais je voudrais juste appeler l'attention du conseil municipal sur un point particulier qui est dans ce PADD, qui est donc très, très complet. Ça s'appelle « Intégrer la nature en ville et la biodiversité dans la conception urbaine et l'aménagement pour renforcer les résiliences du territoire ». Je pense que cette page de l'annexe est particulièrement importante et que nous ferions bien de nous inspirer de ça dans tous les projets. Alors je vais donner un exemple. Dans tous les projets que nous avons, il y a l'exemple effectivement qu'a cité Abdel Sadi, hein, ça je ne veux pas en parler, mais là aussi il faudra être vigilant. Mais par exemple, sur la voirie, la voirie, vous faites des efforts considérables sur la voirie, n'est-ce pas? Et vous les mettez en valeur à juste titre. Mais est-ce que vous tenez compte de ces objectifs qui sont par exemple, de promouvoir une gestion durable et intégrée des eaux pluviales pour mettre en scène et faire de l'eau de pluie une ressource? C'est pour nos villes de métropole parisienne, c'est quelque chose de très important. Très important parce que ça veut dire... Et d'ailleurs, je pense qu'on a du retard à Bobigny parce qu'il y a un certain nombre de villes qui ont déjà commencé à mettre en place des dispositifs pour permettre pas seulement de récupérer les eaux de pluie, mais de les faire, de favoriser la c'est marqué aussi dans le mémoire, la désimperméabilisation des sols. Ça veut dire qu'il faut permettre à l'eau de pluie d'alimenter les nappes phréatiques qui ont tendance à s'assécher, etc. Enfin bon, je ne suis pas technicien, mais je pense que le réchauffement climatique, on peut gagner plusieurs degrés de température pendant les périodes de canicule avec ces systèmes de gestion environnementale. Par ailleurs, la biodiversité, les Balbiniens déplorent pour beaucoup, enfin ceux que je connais en tout cas, déplorent effectivement la disparition de plus en plus importante de variétés entières d'oiseaux qui n'existent plus sur Bobigny. Et oui, les moineaux qui diminuent, etc. Les oiseaux existent encore. Il y a des oiseaux qui nichent un peu partout, y compris à Berlioz d'ailleurs, des faucons, bon, mais pas beaucoup, hein, ils ne sont pas nombreux. Et enfin, je parle dans le ciel, hein, ailleurs on ne sait pas. Mais voilà, donc moi je pense que l'esprit de ce PADD est très important et que nous devrions nous en inspirer pour beaucoup de nos projets. Merci, Monsieur le maire. Merci beaucoup. Je pense que, des fois, il faut réfléchir aussi un peu à ce qu'on dit, mais franchement, je vais vous dire une chose. Tout ce que vous êtes en train de nous reprocher, là, les petits oiseaux,
Mais si, parce que les petits oiseaux, je suis désolé, mais avec comment dire, des pigeonniers, c'est les pigeons qui les mangent, et les pigeons sont mangés par les corbeaux. Je peux vous dire qu'il y en a beaucoup. Et il faut arrêter aussi, comment dire, avec la biodiversité, etc., etc. Je vous montrerai, comment dire, et ça je peux vous le dire, tout ce qu'on a repris, que vous aviez fait, on a demandé à ce que ce soit végétalisé. On demande à ce que ce soit végétalisé et plus particulièrement des fois même à que ce soit planté, donc des toitures plantées, avec une différence entre végétalisation et planté, hein, bien sûr. Donc l'eau de pluie, on essaye de faire, comment dire, en sorte aussi que ce soit récupéré ou, comment dire, transformé, etc. Ou que ça soit ralenti pour, comment dire, ne pas inonder certaines rues, que le département, comment dire, aussi a et qui fait que c'est inondé. Parce qu'ils ont oublié de faire, comment dire, des travaux, ou quand ils ont fait les travaux, ils ont oublié qu'il y avait un peu plus de, comment dire, d'habitants, donc ils ont mis des ovoïdes un petit peu trop petits. Bon, ça c'est un peu technique. De plus, Monsieur Abdel-Sadi, je vous rappelle que vous avez voté comme nous, comment dire, il y a quelques années, puisque c'était il y a 2 ans ou 3 ans, je crois, je ne sais plus, comme quoi on rachetait comment dire, l'équipement technique, comment dire, du département, qu'on le démolissait et qu'on le reconstruisait. Par contre, le département veut nous vendre encore une fois un morceau de, comment dire, du stade de la Motte pour faire l'agrandissement de la rue Lautré-Hamon, alors que c'est pour faire passer des bus à travers les 2 cités. Donc moi, je suis vraiment, comment dire, atterré quand j'entends des choses comme ça, parce que, je sais pas, mais on dirait que ça vous plaît que nous payons tout vis-à-vis du département. Mais par contre, nous, on doit donner à 1 euro, pour que, comment dire, le département puisse avoir un terrain pour faire un collège. Donc, je pense qu'il y a... En payant la dépollution, en plus. Je pense que là, il y a un peu, comment dire, enfin bref, vous m'avez compris. Bref, donc nous devons prendre acte. Donc, nous prenons acte. Monsieur Bartholomé. Oui, monsieur le maire, juste un mot. Je suis d'abord très heureux de voir que, comme à Est Ensemble, tout le monde est d'accord sur les principes énoncés par le PADD, qui reprennent, le mémoire l'indique, tous les principes qui avaient été établis dans le PADD proposé dans le PLU de la ville de Bobigny. Là-dessus, on peut effectivement tous être d'accord. Je déplore simplement un tout petit bout de perte de mémoire chez notre collègue conseiller municipal Abdel-Sadi, quand il termine son propos en disant « Nous refusons que la ville soit envahie par les promoteurs ». Pardon, hein, je suis un garçon très terre-à-terre, je fais rêver personne, je fais juste de la comptabilité. Depuis 2014, le seul projet que nous ayons nous-mêmes validé d'un promoteur, et encore, c'était une reprise d'un projet existant, c'est Kaufmann & Broad. À côté, il y a Eliasson. Pichet n'est pas encore sorti de terre, à ce que je sache, sur le parking PVC. En revanche, les Balbiniens ont quand même très bien pu voir le projet Matisse, le rond-point, le Leclerc, le rond-point Normandie-Niemen, la résidence Matisse avec le Leclerc, c'était avant. Tout autour, à côté du stade Henri Vallon, il y a eu Nexity, BNP et les autres qui ont pu, grâce à vous, développer leur savoir-faire. De la même manière, rue Frida Kahlo, Bouygues et BDP Marignan ont pu développer aussi leurs projets avec votre soutien. Donc, je ne sais pas à quoi vous faites référence en disant on refuse que notre ville soit envahie par les promoteurs. Nous, ce que nous avons fait récemment et qui a été voté ici au conseil municipal au mois de septembre, c'est commencer par une première mesure pénalisante pour les promoteurs qui veulent continuer à entrer sur le terrain des zones d'habitat individuel et zones pavillonnaires. Et nous ferons, soit dans le cadre du PLU qui s'élabore, soit dans le cadre d'une modification et non pas d'une révision
du PLU de la ville de Bobigny, comme je l'avais indiqué, des mesures encore bien plus fortes sur la préservation de l'habitat individuel dans les zones pavillonnaires, parce que ça fait partie de ce que nous partageons également au sein d'Est Ensemble. Il n'y a qu'à voir ce qui a été dit sur la spécificité de Bobigny par vos collègues dans le cadre du débat sur le plan local de l'habitat l'année dernière à Est Ensemble. Enfin, et là on peut rejoindre sur les principes d'urbanisme une réflexion de M. Greenfeld sur ce qui est effectivement la consistance de la pleine terre, etc. Il n'est pas possible d'imaginer aujourd'hui, dans la situation géographique et socio-économique de Bobigny par rapport à Paris, par rapport à la métropole, que la pression foncière puisse diminuer. Bien au contraire. Et nous aurons sans doute à revenir sur ce point-là en regardant de plus près quels sont les effets dévastateurs d'une mesure qui n'est pas encore totalement actée et dont l'ensemble des médias ont parlé, mais vraiment sur l'écume des jours, qui est le projet de zone à faible émission de la métropole du Grand Paris. On y reviendra sans doute, parce que moi, à titre personnel, j'ai regardé de très près ce que ça va donner pour la population balbinienne. Et là encore, j'espère que nous serons ensemble à défendre non seulement les principes du développement durable et de l'économie décarbonée, mais aussi à défendre le principe que ce ne sont pas que les pauvres qui doivent payer. Je vais vous donner un exemple rapide. Si l'on prend en compte les projections qui sont faites, selon les chiffres donnés par la métropole du Grand Paris, l'année prochaine, donc en juillet 2019, tous les véhicules, qu'ils soient professionnels ou particuliers, de critères 5 et plus, ne pourront plus circuler. Ce qui fait aux alentours de 4190 véhicules, vous voyez, c'est un alentour assez précis, pour la ville de Bobigny. Sur un total de 35 000 véhicules, dont 25 000 pour les particuliers. En 2021, ce chiffre montera à 2700 véhicules qui ne pourront plus circuler parce qu'on prend les critères 4 et 5. Et en 2024, ce sont les voitures de critères 3, 4, 5 qui ne pourront plus circuler. Je voudrais juste mettre à votre réflexion, et sincèrement, on en débat au sein de la majorité municipale et avec le maire, je pense que nous ne pourrons pas rester les bras ballants devant ce constat. Si on reprend les chiffres de la métropole, la moyenne, si on compte l'ensemble des véhicules de la zone non pas métropolitaine, mais de celle qui est visée en premier lieu, c'est-à-dire la zone qui est intra-A86. Donc toutes les communes traversées par la 86 forment donc la frontière extérieure, y compris si vous n'êtes traversé que sur un bout du territoire. C'est-à-dire si vous avez la malchance que l'autoroute A86 frôle 1 mètre carré de votre territoire, vous faites partie du cercle. Donc pour l'ensemble des communes intra-A86, il y a 3 millions et quelques de véhicules, dont 1 600 000 sont de critères 3, 4, 5. Ce qui fait une moyenne sur l'ensemble du territoire de 53%. Pendant qu'à Boulogne-Billancourt, les critères 3, 4, 5, c'est 35% du parc, et qu'à Bobigny, c'est 73% du parc. Moi, je suis désolé, mais en tant qu'élu, quelles que soient mes convictions écologiques ou pas, je ne peux pas admettre une seule seconde d'annoncer aux habitants de Bobigny que 73% de leurs voitures doivent rester garées sur le bas-côté, pendant qu'à Boulogne-Billancourt, c'est 35%, et pendant que le gouvernement nous annonce, vous n'avez qu'à tous acheter une Zoé, et vous n'aurez que 10 000 € à financer. Je trouve ça inacceptable, inadmissible. Peu importe les efforts que l'on doit faire pour la transition écologique, si la transition écologique doit se transformer en la zone à faible émission devient une zone à forte exclusion, j'arrêterai d'être de sensibilité écologique. Il doit y avoir des mécanismes qui doivent permettre de ne pas frapper une fois encore toujours les mêmes. Ça doit être... Et puis quand je parle de Boulogne-Billancourt, c'est pas parce que j'aime pas les gens de Boulogne-Billancourt. C'est bien, vous l'avez compris, pour faire la comparaison entre une commune du nord-est de l'agglomération, la métropole, et une commune du sud-ouest. Si j'ajoute à ça que le taux d'équipement
c'est-à-dire le nombre de véhicules par habitant. Et à Boulogne-Billancourt, pour les véhicules particuliers, de 0,77 et à Bobigny de 0,55. À Bobigny, on a un véhicule pour 2, pendant qu'à Boulogne-Billancourt, ils ont 3/4 de véhicules pour 1. Si vous enlevez les 35% de véhicules qui sont supprimés à Boulogne et les 73% de véhicules qui sont supprimés à Bobigny, ça veut dire qu'en 2024, il y aura un véhicule pour 5 Balbiniens, pendant qu'il y aura un véhicule pour 2 Boulonnais. Je pense que ce n'est pas forcément ça la justice sociale, et je pense que ce n'est pas forcément ça qui est un pas solidaire vers la transition écologique. La transition écologique sans solidarité, ça n'est rien. S'il n'y a que les enfants des riches qui peuvent être en bonne santé, il va falloir qu'on m'explique pourquoi on est en République. Merci Monsieur Bartholmé. Donc on prend acte du débat. La tenue du débat est formalisée par Monsieur Abdel-Sadi. Oui. Vous avez raison effectivement de préciser ce que vous venez de dire, mais tout à l'heure j'ai abordé la question des transferts de compétences concernant des pans entiers de la solidarité nationale en direction du département de la Seine-Saint-Denis, mais peut-être reprendre un autre exemple un peu comme le vôtre, mais sûrement différent parce qu'il touche le département. Les dépenses au titre des mineurs non accompagnés ont progressé de 19% entre juillet 2017 et juillet 2018. Les frais d'hébergement de l'aide sociale à l'enfance augmentent de 15% au BP 2019, 194,7 millions d'euros par rapport au BP 2018, qui était de 169,6 millions d'euros. La prise en charge de l'État des dépenses au titre des MNA, des mineurs non accompagnés, c'est une aide exceptionnelle de 2,4 millions d'euros pour 2018, qui ne représente même pas 10% des dépenses engagées. Donc vous avez raison, ça va bien au-delà effectivement d'un certain nombre de clivages politiques. Et là-dessus, on vous suit. Je termine. Donc la tenue du débat est formalisée donc par la délibération. Donc passons au mémoire numéro 6. Monsieur Bartholmé, garantie d'emprunt dans le cadre d'un transfert de prêt entre Immobilière 3F et 3F Résidence. Oui, après le débat va être beaucoup moins intéressant puisqu'il s'agit d'un élément strictement technique. À l'intérieur du groupe 3F, il y a des modifications juridiques qui font que aujourd'hui, ça n'est plus la société Immobilière 3F qui sera propriétaire du foyer des travailleurs migrants que ici, dans le langage courant, on appelle le foyer ADEF de la rue de la République. Mais c'est une nouvelle société qui est filiale à 100% de 3F et qui s'appelle la société 3F Résidence Sociale. D'ailleurs, il manque le mot social. C'est la société 3F Résidence Sociale. Et à ce compte-là, comme nous l'avons déjà fait pour d'autres délibérations, il s'agit effectivement d'accorder notre transfert de garantie pour un immeuble qui ne bouge pas, pour un propriétaire qui ne bouge pas, mais dont la raison sociale a une dénomination différente. Merci Monsieur Bartholmé. Y a-t-il des questions, des observations? On va passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? En vous remerciant. Délibération numéro 6 adoptée. Mémoire numéro 7. Madame Marie-Sainte, convention DEMOS, dispositif d'éducation musicale et orchestrale à vocation sociale, avec la Cité de la musique Philharmonie de Paris. Madame Marie-Sainte. Bonsoir. Cette délibération consiste à renouveler un partenariat entre la Cité de la musique Philharmonie de Paris et la ville de Bobigny. Ce projet a démarré en 2010. Il s'agit d'un projet d'apprentissage intensif de la pratique orchestrale en direction des jeunes visant à découvrir et pratiquer la musique classique dans les institutions existantes. 15 enfants, 9 de l'accueil loisirs Cachin et 6 fréquentant le centre social de quartier. Entre 7 et 12 ans participeront au projet. Ce projet a pour objet de développer une pratique musicale collective et l'accès à l'univers de la musique classique. Il se décline comme suit. Des séances de travail instrumental hebdomadaires,
des séances de travail en orchestre et 2 stages de 2 jours en orchestre sont mis en place et encadrés par des professionnels de la Cité de la musique. Philharmonie de Paris d'octobre à juin. Le projet se clôt en fin d'année scolaire par une représentation des enfants dans la salle de la Philharmonie de Paris. Pour les usagers et leurs familles, cela se matérialise par la gratuité des prestations ainsi que le prêt d'un instrument de musique. Le partenariat avec la Cité de la musique Philharmonie de Paris fait l'objet d'une convention dont le renouvellement est soumis à l'approbation du conseil municipal. Cette convention est soumise à l'approbation du conseil municipal, se déroulera jusqu'au 31 juillet 2021 et fixe la participation financière de la commune à 3 000 € annuels. Je vous remercie. Merci Mme Marie-Sainte. Y a-t-il des questions, des observations? Très bien. Donc pour répondre à M. Maury, vous pourrez lui dire que Demos, nous nous en occupons toujours. Donc on va... Non, mais c'est parce que Monsieur Moury m'en avait parlé, et donc on prend cette délibération maintenant, puisque maintenant voilà. Donc y a-t-il des questions, des observations? Non, on va voter. Qui est contre? Il s'abstient. En vous remerciant. Délibération numéro 7 adoptée. D'accord. Mémoire numéro 8, subvention dans le cadre du soutien au projet des écoles. Madame Lefranc. Merci, Monsieur le maire. Bon, mesdames et messieurs les élus, bonsoir. Mesdames et messieurs, bonsoir. Afin de soutenir les projets des écoles et favoriser les échanges entre les acteurs éducatifs de notre territoire, la ville de Bobigny a mis en place un dispositif de soutien financier pour accompagner ces dynamiques. Les projets sont d'abord soumis à la validation des inspecteurs de l'éducation nationale et doivent notamment permettre de travailler avec les enfants autour des thématiques suivantes: l'accès à la culture et les parcours d'éducation artistique et culturelle, l'éducation au développement durable, favoriser la mixité et lutter contre les stéréotypes. Ces projets doivent également avoir des développements sur l'ensemble des temps d'accueil de l'enfant, ce qui signifie qu'ils doivent également être travaillés avec les accueils de loisirs dans une approche concertée au profit des enfants. Ils doivent par ailleurs, autant que possible, s'inscrire dans des partenariats avec les acteurs du territoire, tels que la Maison de la Culture, MC 93, le Magic Cinéma et les bibliothèques municipales, etc. Cette année, 67 projets ont été déposés pour une demande d'aide globale de 33 081 €. 10 projets n'ont pas été validés, 57 l'ont été pour un montant d'aide globale de 23 000 € contre 28 projets en 2017. Il est demandé au conseil municipal d'approuver l'attribution des subventions selon la répartition définie dans le tableau en annexe aux coopératives scolaires des écoles concernées affiliées à l'Office central de coopération à l'école. Je vous remercie. Merci Madame Lefranc. Y a-t-il des questions, des observations? Non, on va voter. Ah, Monsieur Greenfeld, pardon. Oui, Monsieur le maire, c'est un mémoire très intéressant qui appelle de ma part 2 observations concernant la même école d'ailleurs, c'est l'école Jean Jaurès, où j'ai, non pas je suis allé, j'étais pas élève, mais mes enfants ont fait toute leur scolarité dans cette école. Et donc ça m'a beaucoup intéressé. Alors, je ferai une première observation sur un dossier qui a été refusé. Alors vous n'y êtes pour rien. La ville n'y est pour rien. Je crois que c'est l'IEN qui a refusé ça. C'est l'avis de l'IEN qui est défavorable. Voilà. Ce projet, c'est l'école s'invite au centre équestre. Alors, je ne comprends pas pourquoi, sous prétexte qu'il s'agit du centre équestre de l'UCPA à la Courneuve, où ma fille d'ailleurs a exercé pendant des années, je ne comprends pas pourquoi c'est retiré. L'expérience que j'ai, aussi bien au niveau familial que sur l'équitation, fait que ça a un impact pédagogique considérable. Alors que l'inspecteur de l'éducation nationale vienne nous dire que ce n'est pas un bon projet, alors là,
je suis vraiment estomaqué. Voilà, je vous le dis, pour que vous lui transmettiez, et de ma part, hein, que c'est vraiment incroyable et je ne comprends absolument pas que ce dossier ne soit pas passé en priorité. Hein. Quand on voit l'effet qu'a le cheval et le dressage du cheval sur les jeunes enfants ou même sur les jeunes enfants. Je ne comprends pas. La deuxième observation concerne plus directement le représentant de la municipalité. Ça concerne toujours l'école Jean Jaurès et il s'agit du jardin pédagogique que je connais, qui est un petit projet d'école. Hein. J'ai vu qu'il y avait une suggestion de la municipalité d'ouvrir un lien avec la municipalité. Or, ce lien, il existe depuis des années. Donc, je ne comprends pas pourquoi on suggère de faire des choses qui existent déjà. Ou alors, il y a quelque chose qui m'échappe, là, mais voilà. Hein, voilà. Merci, monsieur le maire. Donc, de toute façon, on lui transmettra, ça c'est clair. Vous avez bien compris que ce n'est pas de notre fait, puisque nous, on a un budget et, l'IEN a choisi, l'ensemble, des projets. Par contre, peut-être qu'il existe déjà, mais il faut qu'on conventionne avec l'école, comme on le fait avec l'ensemble des écoles. Voilà, il faut qu'on conventionne pour pouvoir justement aller dans l'école, puisque c'est un jardin pédagogique. Même si c'est à nous, il faut conventionner avec l'éducation nationale pour ce projet. Oui, voilà. Mais c'est pour ça aussi que je pense qu'il n'a pas été... puisque nous allons conventionner, nous allons les aider. On retourne les... C'est très bien, mais ça se fait depuis des années. Non, ça se fait, mais sans convention. Sans convention, et donc c'est un peu bancal. Voilà. Ah, peut-être. Voilà, et puis pas très légal. Allez, nous allons passer au vote. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? En vous remerciant, délibéré numéro 8 adopté. Et en plus, je suis très content que cette année, nous avons réussi avec les directeurs d'école et les professeurs à faire l'intégralité des 23 000 euros de ce projet. Mémoire numéro 9, avenant numéro 12 à la convention avec le club de prévention spécialisé Vie et Cité, subvention numéro 17. Monsieur Hamoum. Oui, bonsoir. 2017, pardon. L'association Vie et Cité, club de prévention spécialisé, développe des actions éducatives en direction des jeunes afin de prévenir les risques d'exclusion, les conduites à risque et établir un dialogue avec les adultes. Depuis 2005, la ville de Bobigny soutient Vie et Cité par l'attribution d'une subvention et une aide matérielle, locaux, reproduction et conception d'outils d'information et mise à disposition temporaire d'équipements municipaux. Dans le cadre de la convention signée en 2005 entre la ville de Bobigny et le club de prévention spécialisé Vie et Cité, il est proposé le versement de la subvention due au titre de l'année 2017 pour un montant de 36 510 €. La ville de Bobigny et le club de prévention spécialisé engagent actuellement le renouvellement d'une convention triennale 2019-2021. Merci. Merci, monsieur Hamoum. Y a-t-il des questions, des observations? Non, on va passer au vote. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? En vous remerciant. Délibération numéro 9 adoptée. Mémoire numéro 10. Avenant numéro 7. Avenant numéro 7 à la convention avec l'établissement public Bobigny Musique 93 pour le versement d'une subvention complémentaire au titre de l'année 2018. Attendez, c'est moi. Alors, un avenant numéro 7 à la convention approuvé par le conseil municipal du 23 février 2016 est établi afin de résorber une partie du déficit de l'équipement qui s'élève à ce jour à 320 000 € environ. Et afin de régler le montant des salaires, la municipalité propose le versement à Canal 93 d'une subvention supplémentaire de fonctionnement de 50 000 €. Il est donc demandé au conseil municipal d'approuver cet avenant numéro 7 autorisant le versement d'une subvention de
d'un montant de 50 000 €. Bien sûr, Madame Zbia ne peut pas participer au vote. Y a-t-il des questions, des observations? Monsieur Sadi. Oui, on était déjà intervenu sur ce mémoire la semaine dernière. Je voudrais juste rappeler... Ah non, je suis désolé, la semaine dernière, vous n'avez pas pu le faire. Hein. Ou avant... non, ah non, vous êtes parti en premier. Conseil municipal d'avant. Vous avez raison. On ne connaît toujours pas le nouveau projet de fonctionnement de Canal 93. On sait juste que vous avez utilisé les mêmes méthodes que pour la maison des parents afin de vider de sa substance le projet initial de Canal 93. Et en plus, vous nous demandez une rallonge de 50 000 €. Les Balmiens se feront leur propre idée de vos méthodes. On ne votera pas contre, mais au regard du peu d'éléments, on s'abstiendra, monsieur le maire. Merci, monsieur Sadi. Malheureusement, et vous le savez, comment dire, l'ancienne directrice, comment dire, a fait des erreurs. Et c'est aussi pour ça qu'elle est partie. Donc c'est pour ça qu'on vous demande, de voter une subvention supplémentaire afin de payer les salaires jusqu'au bout, en attendant les nouvelles subventions. Donc oui, c'est une avance en plus sur le budget. Excusez-moi, je ne vous ai pas entendu. C'est-à-dire que la directrice dont vous nous parlez ne peut pas être là pour se défendre. Donc c'est un non, mais bien sûr, c'est clair. J'espère en tous les cas que vous nous en direz un petit peu plus. Vous savez quand vous avez effectivement de ce que comment dire la CRC qui vient pour faire le budget du Canal 93 à sa place, c'est pour ça aussi. Très bien. Je vous remercie. On va passer au vote. Donc Madame Zbia, Monsieur Bartholomé, Madame Konaté, Monsieur Ndiaye ne voteront pas pour cette délibération, cette mémoire. Et Madame Benjenat, pardon, excuse-moi. Alors, qui est contre? Qui s'abstient? En vous remerciant, mémoire de délibération numéro 10 adoptée. Mémoire numéro 11. Avenant numéro 14 à la convention avec la mission locale intercommunale réunie pour l'emploi des jeunes. Subvention 2018. Monsieur Bartholomé. Oui. Pardonnez-moi, vous me prenez de court, je ne savais pas. Mais ça n'est pas très grave, c'est l'avenant classique, d'ailleurs la preuve c'est le 14e, qui est pris chaque année en réalité pour fixer le montant de la subvention à la mire qui est de manière interrompue fixé au montant de 69 196 € comme les années précédentes. Je tiens néanmoins à préciser que la ville met également à disposition de la mire les locaux qu'elle occupe rue de la Gaîté, je sais, mais il y en a une autre dans laquelle je passe de temps en temps qui doit être rue du Lieutenant Lebrun, exactement. Et que par ailleurs nous prenons en charge un certain nombre de prestations qui ne sont pas prévues par la Convention, d'ailleurs il faudra peut-être le régulariser un jour, comme par exemple l'entretien quotidien des locaux. Merci Monsieur Bartholomé. Y a-t-il des questions, des observations? On va passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? En vous remerciant, délibération numéro 11 adoptée. Mise en place d'un service public de location de vélos assistance électrique, Madame Gaberel. Merci Monsieur le maire, bonsoir. Île-de-France Mobilité, appelé anciennement le STIF, syndicat des transports d'Île-de-France, a engagé la mise en place d'un nouveau service de location longue durée de vélos à assistance électrique. L'idée est de renforcer encore davantage la pratique du vélo par les franciliens, notamment durant leur trajet domicile-travail, pour multiplier par 3 l'usage de ce mode. Le vélo à assistance électrique paraît être l'outil idéal pour cette démarche. Il permet en particulier d'aller, sans effort véritable, sur des destinations de l'ordre de 9 km, quelle que soit la topographie du trajet. À ce jour, on ne compte que 80 000 à 100 000 vélos à assistance électrique en Île-de-France. Pour 2019, Île-de-France Mobilité prévoit le déploiement de 10 000 vélos, puis 20 000 au cours du contrat dans le cadre d'une délégation de service public. Les financements seront à la charge d'Île-de-France Mobilité et du futur exploitant, n'impliquant aucune charge pour les villes.
Ces dernières sont tout de même sollicitées afin de définir un périmètre pour ce nouveau service de location. Il faut bien distinguer la différence entre ce service et celui en libre service de type Vélib. La location de vélos à assistance électrique, telle que proposée, est bien en longue durée. L'usager pourra disposer d'un vélo sur des durées variables allant d'une journée et jusqu'à 1 an et se chargera du stationnement de son vélo pendant la durée de sa location. Les lieux d'implantation du service dépendront du résultat de la mise en concurrence et des futurs partenaires de l'exploitant. Il est important de rappeler que les dispositifs de vente et de recharge n'auront aucune incidence sur le domaine public. Dans tous les cas, Île-de-France Mobilité veillera à une répartition équitable des lieux de mise à disposition de vélos de manière équitable sur l'Île-de-France afin d'en faire bénéficier l'ensemble des franciliens. Les villes seront informées des prochaines évolutions. Enfin, la réservation pourra être effectuée par Internet ou par téléphone. Le futur contrat détaillera toutes les mobilités de location ainsi que l'ensemble des fonctionnalités relatives à la sécurité et à l'information en temps réel sur l'ensemble des dispositifs prévus par le service. C'est pourquoi il paraît opportun de pouvoir faire bénéficier un certain nombre d'usagers, dans leur diversité à Bobigny, cet outil permettant d'apporter un plus dans les déplacements de la ville. Par conséquent, je propose que soit approuvée la mise en place de ce nouveau service et de délibérer en ce sens. Merci Madame Gaberel. Y a-t-il des questions, des observations? Non, en vous remerciant. Donc, délibération numéro 12 adoptée. Mémoire numéro 13. Tu veux t'abstenir? Alors, comment dire? L'unanimité, moins une abstention. Mémoire numéro 13. Des conventions d'adhésion à la centrale d'achat Sipenco. Madame Gaberel. Merci, monsieur le maire. Le CIPEREC a souhaité faire évoluer son offre d'achat mutualisée en proposant à partir du 1er janvier 2019 plus de services pour ses adhérents tout en conservant la proximité avec ses adhérents. Ainsi, le CIPEREC vient de créer une centrale d'achat désignée Sipenco. Il s'agit donc d'un nouvel outil juridique de mutualisation des achats proposés et animé par les équipes du CIPEREC. L'intérêt pour la ville d'adhérer à cette centrale d'achat est multiple. Tout d'abord, si la ville n'adhère pas avant la fin de l'année, elle ne pourra pas bénéficier des marchés qui seront lancés par Sipenco en tout début d'année 2019. Par ailleurs, les marchés au sein des groupements de commandes, tels qu'ils avaient été lancés par le CIPEREC et qui sont actuellement actifs, seront renouvelés par Sipenco. En cas de non-adhésion à cette centrale d'achat, la ville n'aurait donc plus de groupements de commandes à sa disposition et la continuité d'accès à ces marchés ne serait donc plus assurée par la ville. Cette centrale d'achat offre désormais un bouquet de 8 services avec un panel de marchés plus large et plus diversifié que les groupements de commandes gérés par le CIPEREC. À ce jour, et dans le cadre de son adhésion au groupement de commandes, la ville bénéficie aujourd'hui donc de l'ensemble des marchés publics contenus dans ces 8 offres de marché. L'intérêt économique de l'achat mutualisé n'est plus à démontrer. La ville bénéficiera de coûts réduits grâce à des économies d'échelle et de marchés très spécialisés, clés en main et élaborés par des équipes expertes dans leur domaine et avec une grande sécurité juridique. La ville continuera donc à bénéficier, comme auparavant, d'un accès à des services de veille, d'accompagnement personnalisé et de conseil, d'une liberté d'exécuter les marchés de cette centrale. En 2017, l'adhésion au CIPEREC, et qui permet aujourd'hui de bénéficier des 3 groupements de commandes, s'élevait à 24 179 €. La simulation des frais d'adhésion effectués par le Sipenco pour les 8 bouquets s'élève à 15 080 €, auxquels il faudra rajouter environ 9 000 € au CIPEREC pour continuer à adhérer au groupement de commandes d'achat d'électricité. En effet, l'achat d'électricité restera en groupement de commandes géré par le CIPEREC. Cela veut dire que la ville devra continuer à payer la cotisation du groupement de commandes d'électricité. La participation de la ville dans ce nouveau schéma d'adhésion sera donc quasiment identique en comparant le même périmètre. Il est donc proposé au conseil municipal d'adhérer à cette nouvelle centrale d'achat Sipenco. Merci Madame Gaberel. Y a-t-il des questions, des observations? En vous remerciant, donc on va passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Délibération numéro 13 adoptée.
Motion proposée par le groupe... Motion proposée par le groupe communiste et apparenté. Qui le fait? Madame Jonquet, monsieur... Madame Jonquet. Merci. Oui. Monsieur le maire, mesdames et messieurs du Conseil, notre groupe propose aujourd'hui que le Conseil adopte, nous l'espérons unanimement. Alors j'ai cru comprendre que... est-ce qu'aujourd'hui on vote ou pas le vœu? Je n'ai pas bien compris si c'était aujourd'hui que ça se passait ou... Non, il n'y aura pas de vote ce soir. Il n'y aura pas de vote, voilà. Ce sera au prochain Donc conseil. pour le prochain conseil, nous proposons l'adoption de ce vœu qui concerne un sujet particulièrement sensible qui est la justice des mineurs. Nous avons été alertés par l'appel des 15 juges des enfants du tribunal pour enfants de Bobigny, publié dans Le Monde du 5 novembre, sur la situation alarmante des dispositifs de protection de l'enfance en Seine-Saint-Denis. En effet, et cela ne date pas d'hier, je peux en témoigner par ma présence au tribunal depuis des années. La dégradation des moyens mis au service de la justice des enfants n'a fait que s'accroître et empirer. Ainsi, comme les juges en font l'amer constat, 900 mesures éducatives qu'ils ont prononcées n'ont pas été exécutées, affectant ainsi 900 familles. Quand on sait que ces mesures éducatives ont pour objet d'accompagner des mineurs qui sont en danger et évoluent dans un environnement familial carencé, que la nécessité de faire primer le préventif sur le répressif, oui, il est indispensable, nécessaire et fondamental que les décisions des juges des enfants soient appliquées, que les enfants victimes de violences physiques, sexuelles, psychologiques, qui ne reçoivent pas tous les soins et l'éducation nécessaires à leur développement puissent être protégés, pris en charge par les services éducatifs ainsi que leurs familles. C'est le secteur associatif habilité qui assure ces mesures d'assistance éducative, ainsi que la protection judiciaire de la jeunesse et les éducateurs et éducatrices du Conseil départemental de la Seine-Saint-Denis. Or, le manque flagrant de personnel éducatif, dû aux restrictions budgétaires, évoquées d'ailleurs par Abdel tout à l'heure, est la cause principale de cette situation dans un contexte de dégradation des conditions de travail éducatif qui rend encore plus difficile les recrutements. Les missions de l'ASE, de l'aide sociale à l'enfance, ne sont plus assurées correctement. L'évaluation des situations par ces services, l'accompagnement des enfants placés, le travail de retissage des liens avec la famille, cette carence générale a pour conséquence, des graves conséquences, l'augmentation des coûts sociaux, l'augmentation des risques d'accès à la délinquance, l'absence d'insertion sociale, scolaire, professionnelle de ces enfants en détresse. Ce que dénoncent les juges également, c'est l'inégalité de traitement entre notre département de la Seine-Saint-Denis et Paris, où les mesures éducatives judiciaires sont prises en charge sans délai, alors qu'il faut près de 18 mois en Seine-Saint-Denis pour la prise en charge de ces mesures. Ce vœu veut dénoncer l'insuffisance des moyens alloués au secteur éducatif, à la protection de l'enfance par le conseil départemental, lui-même dépendant des dotations de l'État. Le désengagement de l'État s'affirme encore aujourd'hui, et là je fais un lien avec la lutte actuelle qui est menée contre un projet qui est celui de la loi de programmation de justice, actuellement débattue à l'Assemblée, qui s'oriente aussi vers une justice illisible, déshumanisée et privatisée. J'en profite d'ailleurs pour dire que demain, jeudi, il y a une journée morte dans toute la France, dans les tribunaux. Il n'y a plus d'audience assurée par les avocats et certains magistrats par rapport à ce projet de justice qui est totalement contesté et contestable, surtout pour les plus vulnérables et pour l'accès à la justice, je ne le développerai pas. Donc moi je vous propose de voter ce vœu qui, je pense, nous concerne tous, et je laisse la parole à mon collègue
qui va compléter aussi avec ses propres observations. Alors, je passe la parole à votre collègue. Merci. Monsieur Abdel-Sadi. Bah oui, mais si tu appuies en même temps que j'appuie, ça ne va pas le faire. Voilà. Ce vœu vient nous rappeler, s'il en était encore nécessaire, que l'insuffisance des effectifs en Seine-Saint-Denis à situation égale ne touche malheureusement pas uniquement le seul secteur de la justice. Nous pourrions tenir les mêmes propos en ce qui concerne l'éducation nationale, la sécurité publique et bien d'autres secteurs qui touchent à la vie quotidienne des habitants de notre ville ou de notre département. Ces propos, ces constats ont d'ailleurs été corroborés par François Cornut-Gentil et Rodrigue Kikwendo, tous les deux députés, dans un rapport parlementaire récent qui pointait le désengagement de l'État dans de nombreux domaines en Seine-Saint-Denis. Ce rapport fut longuement exposé lors de la rencontre du 5 octobre 2018 à la Bourse départementale du travail à Bobigny, en présence de nombreux élus de toutes tendances politiques, qui revendiquent l'égalité républicaine pour notre département. Aussi, mesdames, messieurs les élus, tout comme le soulignent les juges des enfants au tribunal de Bobigny, le Conseil de l'ordre du barreau de la Seine-Saint-Denis ou les élus de notre département, nous sommes tout autant préoccupés par la situation de la justice des mineurs et des familles en détresse que par la dégradation des dispositifs de protection de l'enfance. Et nous exigeons des moyens effectifs et pérennes, indispensables au bon fonctionnement de la justice des mineurs, ainsi que des dotations d'État suffisantes pour permettre au département de mettre en œuvre les mesures éducatives ordonnées par les juges nécessaires à la protection des mineurs et des familles. Permettez-moi, monsieur le maire, également, de rappeler le soutien total de notre groupe aux salariés de l'entreprise But de Bobigny, qui était en grève depuis le 7 novembre 2018, ayant appris la fermeture de leur magasin et l'incertitude sur le maintien de leurs emplois. Aussi, nous tenions à réaffirmer l'exigence de respect, de dignité pour les nombreux salariés de Bobigny et de la Seine-Saint-Denis qui se battent pour leur emploi et contre la fermeture de leur magasin. Malheureusement, la vie des milliers d'habitants de notre département ne fait pas le poids face aux entreprises du CAC 40. Face à la course au profit toujours plus important, de nombreuses enseignes n'hésitent plus à fermer certains magasins ou à les regrouper en précarisant les salariés, voire à les sacrifier pour financer leurs actionnaires. Cela doit changer. Nous exigeons la prise en compte de l'humain d'abord contre ces logiques de rentabilité, l'ouverture d'un dialogue social au niveau local qu'ils ont bien évidemment obtenu, et des solutions concrètes pour tous les salariés qui permettent l'emploi pour tous. Le maintien, bien évidemment, du magasin But de Bobigny. Nous demandons également que les salariés qui le souhaitent puissent bénéficier d'un reclassement ou d'un plan de formation professionnelle leur permettant d'évoluer dans leur carrière. Leur mobilisation a déjà permis, lors de la rencontre du mercredi 14 novembre, au comité central d'entreprise CCE, qui s'est tenu à Emerainville, au siège social de But, d'obtenir la délocalisation du dialogue social à Bobigny. Et le vendredi 16 novembre, lors de négociations au niveau local, d'aboutir en partie sur de nombreuses revendications des salariés. Parce que rien n'est écrit à l'avance, les salariés de Bobigny nous rappellent que les seules batailles perdues sont celles que l'on ne mène pas. Merci. Merci, monsieur Zadi. Monsieur Bartholmé. Oui, monsieur le maire, simplement pour indiquer que sur le vœu, et bien entendu uniquement sur le vœu, pas sur les digressions dans le commentaire, le groupe de la majorité soutiendra cette motion. Il est dommage, chers collègues, que sur un sujet aussi important que celui que vous évoquez, sur l'avenir économique d'une entreprise de notre ville, vous ayez tenu à greffer ce propos sur un autre sujet tout aussi important, mais qui n'a rien à voir. Je pense que dans cette instance républicaine, on peut être quand même suffisamment adulte, surtout quelqu'un qui a autant d'expérience et d'années d'expérience que vous, pour scinder les choses et ne pas faire d'effet de manche à un moment où c'est quand même, en ce qui me concerne, je le pense, malvenu, puisque sur cette motion, nous nous étions mis d'accord avec la réponse écrite par mail des autres présidents de groupe, effectivement, de dire que, en tout cas, en ce qui concerne les groupes politiques, nous sommes d'accord sur cette motion. Je ne méconnais pas, en ce qui me concerne, comme représentant du groupe de la majorité, les sujets que vous évoquez en dehors de cette motion, mais
tout petit peu de respect pour cette assemblée, ça serait quand même pas mal. Et si... Oui, mais vous pouvez en référer, monsieur le conseiller municipal. Je pense qu'ils seront les premiers à comprendre ce que je dis. Et je pense qu'eux aussi, quand ils veulent être écoutés, ils ne s'amusent pas à mélanger les trucs. Donc je dis simplement, mais je ne m'inquiète pas du tout, monsieur Sadi, vous ferez comme d'habitude, et vous, comme d'habitude, vous essaierez de déformer les propos. La différence, c'est qu'aujourd'hui, les conseillers municipaux, ils sont filmés, donc c'est un petit peu compliqué d'essayer de raconter des trucs aux gens. Donc je redis simplement que sur un sujet aussi important que celui que vous avez vous-même amené sur la table, qui est la motion sur le tribunal des enfants de Bobigny, vous n'avez pas respecté la simple bienséance et vous n'avez pas eu la simple politesse de dire ben non, ça ne sert à rien puisque vous essayez d'interrompre les gens. Vous ne voulez pas le laisser finir. Maintenant, vous commencez à parler au bout de 4 ans de silence. C'est très bien, on est à 1 an des élections. Mais il y a un moment, il faut juste respecter une assemblée dont vous prétendez en plus être président dans 18 mois. C'est tout. Merci, monsieur Bartholmé. Monsieur Ndiaye. Je ne vais pas être très long, t'inquiète pas, Gérard. En fait, mon intervention n'était pas sujette à débat, c'était juste un petit rappel à monsieur Abdel Sadi, qui est vice-président au département, si je ne me trompe pas. J'aimerais juste rappeler, vu que vous vous souciez de beaucoup de choses, vous rappelez que je vous avais fait un petit appel d'air il y a de là 1 an et demi, non, 2 ans presque. C'était au sujet de la petite enfance. Il a été supprimé par le département une subvention annuelle aux villes à hauteur de 450 000 €. C'était, oui, c'était au niveau de la petite enfance. Les subventions pour les structures de petite enfance aux collectivités. Ici, à Bobigny, on a été très affectés. Ça a atteint jusqu'à 450 000 €. Oui, ça nous met à mal le personnel, comme beaucoup de structures. J'aurais aimé que vous nous souteniez, nous, l'équipe municipale, avec monsieur le maire, dans la démarche qu'on a entrepris avec monsieur Troussel, de ne pas effectuer cette suppression de subvention. Malheureusement, à ce moment-là, maintenant, ça fait 2 ans qu'on attend. On attend toujours des nouvelles de vous. C'est vrai que vous soutenez... Vous avez raison par rapport à la mention, vous avez raison de soutenir la motion, pardon, excusez-moi, merci Magali, et de soutenir ces salariés dans diverses sociétés. Mais à un moment donné, c'est les Balbiniens aussi qui sont atteints aussi par rapport à cette suppression de subventions qui, maintenant, en janvier 2019, atteindra 1 350 000 €. Juste ça, monsieur. 1 350 000 €. Mais vous êtes vice-président au départ. Alors là, monsieur Sadi, je vais juste vous rappeler que la petite enfance, c'est les compétences du département et ce n'est pas les compétences d'une ville. J'aimerais juste vous le rappeler, si vous l'avez oublié, c'est très grave, vous, vice-président, monsieur Abdel Sadi. Merci beaucoup. Merci, monsieur Ndiaye. Donc, je tiens à vous rappeler que le 5 octobre 2018, nous étions aussi présents, puisque, oui, j'étais présent aussi, à la bourse départementale avec le député Jean-Christophe Lagarde, mais aussi d'autres maires, et puis le sénateur Capo Canellas pour, soutenir l'ensemble des parlementaires qui œuvraient pour ça. Donc, ne serait-ce que ça, mais je tiens à vous signaler que j'ai reçu de la préfecture une demande d'abrogation de la délibération numéro 15 du 31/01/18, donc du 31 janvier 2018 de la commune de Bobigny. Alors, concernant le vœu pour la libération de Salah Hamouri, citoyen franco-palestinien détenu par les autorités israéliennes, etc., etc. Donc cet acte reçu le 31 en préfecture, la libération est basée sur l'article L2121-29, etc. Je ne vous fais pas tout,
la lecture, mais grosso modo, pour vous dire, au vu des éléments qui précèdent, je vous serai obligé de bien vouloir abroger la délibération du conseil municipal du 31 janvier 2018 en vertu du principe de mutualité prévu par l'article L 243-1 du Code de la relation entre le public et l'administration. Donc je vous prie, patin coup fin. De plus, Monsieur Abdelsadi, vous vouliez dire une chose? Oui, vous pourrez juste préciser au préfet que depuis, Monsieur Salah Hamouri a été libéré. Merci. Oui, non, mais c'était pour vous informer. Madame Jonquet? Oui, je n'ai pas compris ce que vous avez dit, mais est-ce que vous pouvez nous lire la lettre du préfet? Ça m'intéresserait sur le fond. Eh bien, on va vous l'envoyer, d'accord? Oui. Ensuite, une autre demande. Alors, l'arrêté numéro A196-18 du 26 septembre 2018 relatif au déploiement et utilisation des compteurs de type Linky sur le territoire de la ville de Bobigny, télétransmis par l'application Acte du 26 septembre 2018. Or, la commune de Bobigny adhère pour l'exercice de cette compétence au syndicat Ciperec. Grosso modo, on est en train de nous dire que nous n'avons pas la compétence, que grosso modo, poussez-vous, il n'y a rien à voir, et que, alors je reprends, alors je ne vais pas vous citer tous les premièrement, troisièmement, quatrièmement, parce qu'il y en a jusque, on fera copie. Ça va jusqu'à ainsi vous arrêtez votre arrêté contrevient à l'application de l'article L 341-4 du Code de l'énergie qui prévoit le déploiement de cette nouvelle génération de compteurs, etc. etc. Il y en a 2 pages là-dessus, donc voilà. Et grosso modo, on me dit que ils n'ont pas le droit, les Balbiniens n'ont pas le droit de ne pas ouvrir leurs portes et de ne pas laisser rentrer ou de ne pas dire non, vous ne rentrez pas. Et on n'a pas le droit de le faire. Mais je tiens à vous préciser que je vous ferai copie. Je ne vais pas vous le lire, etc., etc. Mais je tiens à vous préciser que celui-ci, je le garde, comment dire, et je ne ferai pas d'abrogation de cet arrêté. Voilà. Mais on vous enverra la copie, parce que c'est un peu long, là, 2 pages, et puis c'est redondant, puisque tout à l'heure, déjà, vous avez... voilà. Donc, allez, on va passer. Avez-vous des questions sur les décisions du maire prises en application de l'article L 2122-22 du Code général des collectivités territoriales? Non. Y a-t-il des questions sur le procès-verbal de la dernière séance du conseil municipal? Pas celui de la semaine dernière, bien sûr. Non. Donc l'ordre du jour étant épuisé, le conseil municipal est terminé. Je vous informe que le prochain conseil municipal aura lieu le 19 décembre 2018. N'oubliez pas de signer la feuille de présence et les documents budgétaires. Merci.